Bonjour à tous, merci d'être dans l'interview. Nous recevons Olivier Maguin, bonjour. Bonjour. Président des FDF, les fédéralistes démocrates francophones, et bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. On y reviendra dans un instant. On va commencer par évoquer avec vous l'actualité fédérale, ces fameuses négociations de la coalition qu'on appelle suédoise. Est-ce que vous ne vous êtes pas un petit peu trompé sur Bart de Wever ? À quel titre ? Non, franchement, je reste convaincu que d'avoir introduit Bart de Wever et son parti dans... possibilité de l'avoir au gouvernement belge, c'est conduire ce pays à une grande période d'incertitude, voire même à une période de déstabilisation. Nous le vérifierons à l'épreuve, mais on le voit bien d'ailleurs. Il a l'intelligence, il faut lui laisser, de ne pas prendre les responsabilités de premier plan. Oui, pour l'instant, on voit plutôt l'inverse, Olivier Maguin. Il n'y a pas de gros dossiers, de gros débats communautaires. Ils se sont engagés à appliquer la 6e réforme de l'État. Tout ça est plus subtil, comme vous le savez bien, dans ce pays. Et on aura même peut-être un Premier ministre francophone. Un gouvernement belge, c'est un rapport de force en permanence. Et avec la NVA en embuscade, c'est un gouvernement qui va vivre continuellement les exigences de la NVA. Et vous savez que le socio-économique dissimule souvent des aspects communautaires ou les choix budgétaires. Quand on décidera peut-être de restreindre les moyens budgétaires de la SNCB, ça aura peut-être des conséquences sur la desserte de certaines régions à Bruxelles ou en Wallonie, parce que moins densément peuplées. Si on réduit des crédits budgétaires comme le fameux programme Belliris qui permet quand même une politique d'investissement, notamment dans les transports publics à Bruxelles, ça aurait des conséquences au détriment de Bruxelles. On verra quels seront les choix budgétaires. Mais croyez bien, connaissant la NVA, d'ailleurs le frère de Bart de Wever l'a rappelé à juste titre, dans un interview ce soir, Bruno de Wever. Tout sera toujours évalué à la mesure de ce que la NVA attend pour la Flandre et pour la seule Flandre. Oui, mais le fait qu'il y ait un parti francophone qui peut débrancher la prise à tout moment, que ce parti soit éventuellement en position d'avoir le Premier ministre, ce n'est pas une garantie suffisante d'avoir un Premier ministre francophone ? On a bien vu avec Elio Di Rupo que même dans un gouvernement assez équilibré sur le plan linguistique, il faut laisser cet avantage au gouvernement Di Rupo, lui-même devait toujours amener les francophones à des concessions pour trouver l'entente au sein du gouvernement. Et donc un Premier ministre francophone qui n'a même pas d'allié francophone sur qui il peut prendre appui pour dire à un moment donné aux partenaires flamands « Attendez, stop, vous allez trop loin !» et qu'il doit lui-même tout le temps assumer les arbitrages et les concessions, ça va être un rôle. L'étau va se resserrer progressivement. Vous êtes en train de nous dire que Charles Michel ou Didier Reynders seront les otages de la majorité flamande. La personnalité. Quand vous avez trois partis, avec la NVA de surcroît au gouvernement, et que vous n'avez qu'un seul parti francophone, vous savez, c'est le supplice chinois de l'étranglement progressif. Ouais. Est-ce que vous aviez un préaccord avec le Parti socialiste pour monter à Bruxelles ? Nullement. Nullement, parce que... Je vous pose cette question parce que Charles Michel a sous-entendu qu'il y avait un préaccord dans une émission à l'RTBF. Honnêtement, on nous donnait exclus de tout. Les pronostics électoraux, les sondages ne nous donnaient pas la place que nous avons eue. C'est parce que nous avons eu l'excellent comportement électoral en nous plaçant bien en 3e place à Bruxelles et de manière assez confortable que nous avons pu prétendre jouer un rôle. Ouais, Sans ça, nous étions... Il n'y a pas eu de contact préalable entre vous et Loreton Collings ou entre Didier Gauzin et Rudy Verreaux. Je vais vous faire une confidence. Vous savez qui j'ai vu bien avant peut-être d'autres responsables, on se parle tous, hein. Il ne faut pas croire que pendant des mois on reste tous cachés chez soi. Vous savez, le premier que j'ai rencontré chez moi à l'été 2013 en Bourgogne, où j'ai quelques points d'attache, c'est Didier Reynders. Donc assez longtemps avant l'élection. On se parle tous, bien entendu. Donc vous parlez avec Didier Reynders. J'ai parlé à l'époque avec Didier Reynders, j'ai parlé avec d'autres responsables politiques de tout parti. Et avec Charles Michel ? Non, pas Charles Michel. Jamais il m'a appelé, ni dans les jours qui ont précédé l'élection, ni dans les jours qui ont suivi. La première fois qu'il m'a appelé... Il prétend le contraire. Oui, vous savez, ça serait simple. Moi, je suis prêt à soumettre à n'importe quel expert en téléphonie ma facture de téléphone ou la sienne et qu'on recherche les numéros de téléphone appelés. On peut demander l'historique à nos opérateurs, il n'y aura aucun problème. Cette question de téléphone, ce coup de téléphone, c'est ça qui a fait basculer les négociations et qui a fait que le FDF et le CDH ont choisi d'aller avec le PS à Bruxelles ? Je crois que le MR avait un tout autre schéma. D'abord, je crois qu'il pensait sérieusement à un moment donné à la tripartite, puis il a considéré que la NVA était incontournable, qu'il fallait faire des accords avec la NVA. Ce n'était pas le choix des autres partis francophones. Et, honnêtement, moi j'étais convaincu que la tripartite allait s'installer certainement au niveau belge, voire à tous les niveaux. Ouais, donc vous avez été démenti par les faits. Et puis voilà. Mais il n'y avait aucune raison qu'à Bruxelles comme en Wallonie, on décide que les gouvernements devaient être dictés dans leur composition parce que la NVA
s'imposait au nord et cherchait à imposer ses partenaires à tous les niveaux de pouvoir, en ce compris à Bruxelles et en Wallonie. Ça, c'est quand même encore l'autonomie des Bruxelles et de la Wallonie qui pouvait jouer. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à choisir le Parti socialiste plutôt que le mouvement réformateur? D'abord parce qu'il y a eu une ouverture des négociations. Et puis parce que dans la négociation, on a pu, et vous en voyez d'ailleurs les conséquences déjà aujourd'hui, introduire plus que des accents nouveaux. Le ministre-président lui-même, Rudy Verwoerd, a dit on a un gouvernement de rupture, de changement radical. Ça n'aurait pas été possible avec le mouvement réformateur. Vous n'avez pas discuté de ça avec Didier Reynders quand il est venu vous voir dans le sud de la France? Je ne l'exclus pas. Je n'ai pas une sorte de rejet de principe. Je constate tout simplement que pour le MR, son choix était d'abord d'aller avec le Parti socialiste. Il aurait bien aimé d'être à tous les niveaux de pouvoir avec le Parti socialiste. Et c'est sans doute quand il a pris la mesure de la détermination de la NVA qu'il a considéré qu'il pouvait renier ce qu'il avait dit. Vous savez, Charles Michel a dit très clairement en campagne « Je ne crois pas en la sincérité du projet socio-économique de la NVA ». Même le projet socio-économique, il n'y croyait pas. Il faut quand même faire un grand écart et se déchirer quelques ligaments, comme des joueurs de football, pour arriver aujourd'hui à justifier de faire un gouvernement avec la NVA. Et aujourd'hui, dans le camp francophone, c'est 3 contre 1? Ce n'est pas tout le monde contre le mouvement réformateur? C'est tout simplement demain le refus de voir un gouvernement belge devenir l'accessoire, la dépendance, l'instrument d'une majorité flamande et d'un gouvernement flamand qui vont dicter leur choix de manière unilatérale. Et nous verrons jusqu'où ça nous est préjudiciable ou pas. S'il y a une volonté de collaboration correcte, on collaborera malgré les majorités différentes, de manière correcte. Vous parlez de la région bruxelloise. Oui, Bruxelles par rapport au fédéral. S'il n'y a pas cette volonté de collaboration et si Bruxelles est menacée, nous serons d'autant plus déterminés à faire respecter Bruxelles. Alors, l'autre événement d'actualité, Olivier Minguin, c'est la première grande décision du gouvernement bruxellois d'abattre le viaduc Reyers. Alors, Reyers, c'est sur le territoire de Schaerbeek, mais au bout du boulevard, il y a Montgomery, ça c'est chez vous. Est-ce que vous avez été consulté d'abord? Oui, on en a parlé, bien entendu. Je salue d'abord... on voit déjà le style qui change à Bruxelles, la rapidité des décisions. On ne met pas des temps infinis à évaluer. Je salue la volonté de Pascal Smet de s'inscrire dans une autre vision des modes de déplacement à Bruxelles. À Woluwe-Saint-Lambert, comme à Schaerbeek, avec Bernard Clairfeuillet, on soutient depuis longtemps le projet d'un réaménagement de tout cet espace qui va du Square Montgomery jusqu'à Mézet, parce que c'est une véritable autoroute urbaine qui a été conçue pour ceux qui entraient dans Bruxelles. Est-ce que c'est une vraie décision? On a décidé d'abattre le viaduc. Ah oui, parce que ça oriente maintenant tous les choix. Maintenant, les vrais travaux d'aménagement, ils sont reportés à 2018 et il faudra le financement de Bellery. C'est ce qu'on a vraiment décidé hier. Bien entendu qu'il faudra... Voilà, ça démontre bien l'importance de la politique d'investissement de Bellery. Mais il est évident que c'est un très bon signal, que ça montre une autre conception de la gestion des modes de déplacement à Bruxelles. Moi, je fais une suggestion. J'ai dit, attention, c'est vrai qu'il faut faire une offre alternative. Pendant quelques années, on va vivre avec une difficulté de mode de déplacement dans cette partie-là de Bruxelles. Il faut renforcer les transports en commun. C'est le développement du prémétro sur la ligne de la Grande Ceinture. C'est aussi, peut-être, voir comment la SNCF peut augmenter la desserte locale à Bruxelles, intra-bruxelloise, de la ligne 26, qui dessert très très bien les communes de Schaerbeek et d'Ever. Ouais. Alors demain, entre Reyers et Montgomery, ça ressemblait à quoi? Aujourd'hui, il y a 2x4, parfois 2x5 bandes avec le viaduc. J'espère qu'il y aura des premières mesures. Il faudra bien entendu faire en sorte que les gabarits de voirie soient ramenés à un mode de circulation plus calme. Ça veut dire quoi? C'est 2 bandes dans chaque sens? C'est en tout cas 2 bandes certainement dans chaque sens. Une voie cyclable certainement, sécurisée dans chaque sens. Voir ce que l'on peut faire en termes de desserte locale, notamment pour y empêcher le trafic de transit dans les quartiers voisins. Ouais. Vous pensez qu'on le verra vraiment ça en 2018-2019? S'il n'y a pas, comme trop souvent dans certains dossiers, des recours intempestifs, ainsi de suite, oui, je crois. Mais je crois qu'aujourd'hui, à Bruxelles, il y a, je le vois par les rencontres que je fais avec les habitants, moi je fais des rencontres quasiment toutes les semaines avec les habitants de ma commune, il y a une formidable attente pour qu'on pense autrement les modes de déplacement à Bruxelles. Vous utilisez le GSM comme tout le monde. Oui. Les antennes GSM, elles continuent de vous inquiéter? Ce qui continue à m'inquiéter, c'est le manque de transparence suite à le précédent arrêté pris par notamment Mme Uttebroek, le précédent gouvernement. Et le Parlement régional. Et le Parlement, l'ancienne majorité, quant au manque d'informations données aux habitants. En somme, la procédure a été accélérée. L'IBGE est devenu seul maître de toute la procédure. Les communes ne sont plus consultées préalablement. Donc c'est Bruxelles Environnement qui gère l'installation des antennes et leur vérification. Je vous pose cette question. Et il y a un manque d'informations, même sur le site Internet. Il y a en principe, demain, il devrait y avoir une simulation des effets, notamment du champ électromagnétique des antennes qui seraient placées.
tout n'est pas encore accessible. Les habitants se plaignent de ne pas pouvoir évaluer le risque par rapport à notamment une zone de 200 mètres autour des antennes qui sont placées. La transparence n'est pas au rendez-vous. Je vous pose cette question parce que vous avez effectivement publié un communiqué hier. Il y a toute une série, il y en a plusieurs dizaines de recours introduits par votre commune, Woluwe-Saint-Lambert. Pourquoi on introduit un recours contre des opérateurs de téléphonie mobile alors qu'on est tous en train d'utiliser les ondes de ces pylônes? On peut tout simplement garder une capacité d'émission, mais en veillant à une correcte information des habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que la norme des 3 volts par mètre est respectée? Voilà. Et c'est 6 volts par mètre maintenant. Oui, avec la 4G. La 4G. Mais même cette norme plus favorable est peut-être dans certains cas dépassée. Et comme nous n'avons pas l'information, comme nous n'avons pas toujours l'accès à la simulation que doit faire Bruxelles Environnement, comme certains endroits ne sont plus considérés comme zones sensibles, les écoles, les hôpitaux, les crèches, ainsi de suite, il y a une inquiétude. Et vous demandez quoi, je crois qu'on répond à l'inquiétude par une meilleure information préalablement et postérieurement. Et aujourd'hui, il y a des habitants qui disent on n'a même pas la communication des permis délivrés, notamment par l'affichage qui est parfois déficient, et on ne peut pas prendre connaissance des dossiers, pas plus qu'on ne peut aller sur le site Internet en ayant l'accès à tous les documents. Donc vous êtes en train de nous dire que Bruxelles Environnement ne fait pas son travail. C'est un déficit d'information qui doit être corrigé rapidement. La Cour européenne de justice qui, par contre, autorise les communes, en tout cas, qui confirme que c'est légal que les communes taxent ces antennes GSM, c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour les finances communales, mais c'est surtout aussi une contribution juste d'opérateurs économiques qui font quand même des recettes assez généreuses à tout simplement l'activité des communes qui permet aussi leur développement, parce que c'est quand même les communes aussi qui permettent le développement de ces opérateurs. Au mois de mars, il y aura une élection présidentielle au FDF. Vous serez candidat? Je ne peux pas vous répondre, honnêtement. Vous m'avez déjà dit ça la dernière fois, ça a duré des mois, Olivier Maguin. Honnêtement, je serais plutôt enclin à dire, moi, j'ai plus rien à prouver. J'ai fait mon job et je crois que je l'ai fait correctement et que mon parti se porte encore mieux aujourd'hui qu'hier. Mais c'est vrai qu'en même temps, je vois encore qu'il y a tellement de choses à réaliser que je me dis qu'il y a une équipe, en tout cas, qui doit le faire. Et cette équipe, je voudrais en effet amener des nouvelles figures qui puissent assumer demain, tant à Bruxelles qu'en Wallonie. Ça veut dire que vous avez envie d'être candidat, quitte à faire un ticket avec un jeune à qui vous passeriez la main? Non, ce n'est pas dans ces équilibres. Vous surinterprétez parce que d'abord, s'il y a des équipes qui doivent se mettre en place, il y en aura peut-être d'autres qui seraient candidats. Et peut-être que je verrai parmi ceux-là quelqu'un en qui je peux avoir toute confiance, à qui je dirais, vas-y, prends le relais. Et vous déciderez quand? Avant la fin de l'année. Merci Olivier Maguin d'avoir été l'invité de l'interview. Lundi, c'est Pascal Smet qui sera notre invité à 12h45. Et moi, je vous retrouve dès demain, samedi, pour la rentrée des experts. Et nous recevrons Françoise Berthiaud pour le mouvement réformateur et Jules de Groot pour le CDH. On parlera de l'actualité politique de la semaine et notamment de la rentrée scolaire. Bon week-end à tous.